Bonjour et bienvenue dans le Pont des communs, une émission créée par des progressistes pour les gens qui veulent changer le monde, améliorer le quotidien et celui de leurs voisins. Le principe est simple, 40 minutes de discussion à bâton rompu avec des invités en tout genre pour repenser tourner sa ville et les villages. Et aujourd'hui, on va parler de la pauvreté, mais en dézoomant du centre-ville qui occupe quand même très souvent sur Facebook, dans les médias et peut-être dans les conversations des gens qui occupent le sujet de la précarité à Tournai. Et j'avais envie de vous proposer de parler de la pauvreté en milieu rural, de faire un focus sur les villages dont on parle assez peu. Alors, j'ai le plaisir autour de la table d'avoir 3 invités. Je vais commencer par Marie-Jo, Marie-Jo Snap de Templeuve. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Quentin. C'est ta première expérience de podcast, Marie-Jo? Oui. Et est-ce que tu en as déjà écouté? J'en ai déjà écouté, mais bon. Ah ben voilà. Je crois que c'est une première fois pour tout le monde. Yannick Martin. Oui. Bonjour Yannick, tu es infirmier de rue au Relais Social de Tournai. Oui, je suis infirmier au Relais Santé, oui. Et alors j'ai Stéphanie Pommier qui est à ma droite. Bonjour Quentin. Bonjour Stéphanie. Alors là, vous venez d'entendre la voix du Chouapi. Oui. Si pas, moi je peux dire aussi qu'il est un petit peu, si on écoute France Inter, Guillaume Meurice un petit peu. Hein. Il y a un petit air, hein. Donc voilà, clin d'œil. Voilà, donc vous avez que des très belles voix à écouter pendant 40 minutes. On va bien s'amuser. Alors, premièrement, moi j'avais envie de vous parler des villages. Et Marie-Jo, tu viens de Templeuve. Et Templeuve, c'est pas un village anodin à Tournai. C'est un village qui a sa propre identité. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu vis Templeuve? Depuis combien de temps tu vis Templeuve? Et ce qui est important pour toi à Templeuve? Qu'est-ce qui fait village? D'accord. Eh bien, donc je vis à Templeuve depuis 1979. Donc, je pense qu'on peut dire que je suis presque templeuvoise. On n'a pas choisi Templeuve. On y est arrivé pour être famille d'accueil. Et donc, voilà. Mais depuis qu'on y est vraiment, donc moi je trouve que ce village-là a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup il y a une dynamique, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des groupes sportifs ou d'autres choses. Il y a une maison de quartier d'ailleurs pour les jeunes. Il y a des transports en commun, et puis j'ai des amis qui partagent les mêmes valeurs que moi, avec lesquels je suis impliquée dans certaines choses. Donc, voilà pourquoi je continue à choisir Templeuve comme lieu de vie et lieu d'engagement. Merci beaucoup Marie-Jo. Alors on a Yannick Martin autour de la table qui habite aussi dans un village. Alors toi, ça fait pas si longtemps que ça. Non, j'étais pas né encore quand Marie-Jo est arrivée à Templeuve. Est-ce que toi, c'est par hasard ou tu l'as choisi, cette vie de village finalement? J'habitais Pleuchin depuis 2011 et je suis né à Nivelles et j'ai habité à Clabec pendant toute mon enfance et mon début d'âge adulte. Et puis j'ai rencontré une Tournaisienne en faisant mes études à Bruxelles et donc on a démarré par avoir une carrière professionnelle sur Bruxelles. On a eu un appartement, on a démarré notre petit train-train et puis on est retourné vivre à Clabec, à côté de Tubize. Et puis en épousant, bien souvent on dit qu'en épousant une Tournaisienne ou un Tournaisien, on revient sur Tournai. Et donc c'était un peu le chemin qui nous a amenés jusqu'à Éplechin. On s'est dit à un moment, jeune adulte, tiens, on va acheter une maison. On avait envie de s'excentrer un peu du centre-ville pour des raisons financières, parce qu'on aime la campagne et qu'on aime les animaux et qu'on avait envie d'acheter une maison avec un terrain chouette. Et puis donc on est arrivé à Éplechin, un peu par hasard. On ne connaissait pas du tout Éplechin. Et donc on est arrivé déposer nos affaires là et avoir 2 enfants là-bas. Est-ce qu'il y a une identité un peu comme à Templeuve? Est-ce qu'il y a une identité de village? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce qu'il y a les mêmes types de services? Marie-Jo parlait des services. Je pense pas. J'ai moins d'expérience que Marie-Jo à Templeuve. Ça fait qu'une bonne dizaine d'années que je suis à Éplechin, mais on est vraiment au bout de la Belgique. Une centaine de mètres plus loin, c'est la France. Malheureusement, sur les 10 ans, il y a un boucher qui a fermé, il y a un boulanger qui a fermé à Éplechin, et donc il y a un café, le café La Bascule, qui a fermé à Éplechin. Et donc on s'est retrouvé en fait très rapidement avec une petite école et puis une équipe de foot. Et c'est tout.
Et donc on s'est retrouvés là avec des gens un peu plus âgés dans le village. Et puis au fur et à mesure des années, les gens plus âgés sont partis. Ça a laissé de la place aux plus jeunes. Et donc là on sent qu'il y a une espèce de renouveau. Les visages qu'on croise sont plus jeunes. Il y a des enfants qui recommencent à courir dans les rues. Et puis, on sent en tout cas qu'il y a une volonté de pouvoir reconstruire quelque chose autour d'une salle de fête qui a revu jour là il y a peu de temps et qui amène de la cohésion. Et c'est en tout cas cette dynamique-là qui nous intéresse de vivre en village, c'est de tenter de faire de cet esprit village un moment aussi de cohésion en dehors de l'agitation de la ville, on va dire. Et alors, Stéphanie, tu me disais, juste avant qu'on démarre l'émission, que tu as vécu 17 ans dans le plus petit village de l'entité, oui, avant de rejoindre le centre-ville. Ertin, le plus petit village de l'entité de Tournai, avec 220 habitants. D'ailleurs, les gens n'ont pas forcément l'attention comme quoi il y a un village qui s'appelle Ertin, parce qu'ils pensent que c'est le prolongement de la chaussée de Lille, et ils oublient qu'en parallèle, il y a le petit village d'Ertin qui est là justement, parce que les gens passent pour aller à Blandin, mais voilà, de tourner à main gauche pour rentrer dans le village d'Ertin, c'est pas forcément connu. Bon, nous, je n'ai jamais connu l'école en fonction à l'école à Ertin, mais voilà, il y a le café quand même du Faisan qui est quand même assez bien connu dans l'entité. Il y a également une friterie et après, il y a toutes les pompes à essence, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment un lieu de passage avec l'exotisme de la frontière pour les Français qui viennent chercher différents éléments, voilà. Les 3 villages ici, d'ailleurs, sont tous frontaliers. Templeuve, c'est aussi un village qui vit avec la frontière. Oui, qui vit avec la frontière et de plus en plus, étant donné que actuellement, et déjà depuis quelque temps, il y a énormément de constructions, de lotissements qui se mettent en place, qui voient le jour, avec beaucoup de personnes, de Français qui viennent s'y installer. Bon, alors la question, est-ce que vraiment ce sont ces personnes qui s'impliquent dans le village, qui le font vivre? Alors que c'est des villages seulement dortoirs, comme on les appelle, quoi. Exactement. Donc, et donc ça, c'est aussi un problème je me dis, quand il y a comme ça énormément de monde, et ça, c'est vrai qu'au fil du temps, c'est vraiment un gros changement au niveau du village, parce que, voilà, en face de chez moi, maintenant, ça deviendra un lotissement, 40 habitations, plus 2 immeubles, donc 16 appartements en tout. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ces choses-là, quoi, parce qu'on n'a plus la quiétude nécessairement qu'on avait quand on est arrivé. Tu parlais de à Éplechin, oui, ici, non, on a les services quand même, heureusement, de transport en commun notamment. Ça, c'est vraiment très précieux. Mais voilà, le village change quand même. Donc, comment faire communauté un peu avec des personnes qui viennent, et c'est leur droit, simplement pour se poser, qui n'ont pas envie nécessairement de s'impliquer, mais ça on verra. Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. Oui, c'est ça, il y a tout ce temps nécessaire bien sûr. à faire lien. Et toi Quentin, tu nous viens de où? Alors moi je viens de Dautigny, d'après moi c'est un très beau village, et d'après ma compagne c'était pas si beau que ça, et ma compagne habitait Rouen, centre-ville, et du coup il lui fallait un centre-ville, du coup on s'est installé au centre de Tournai, et je vis depuis 15 ans maintenant au centre de Tournai, voilà, avec des liens forts encore avec le village. J'ai préparé, pour préparer cette émission, en fait, l'idée de cette émission, elle vient d'une discussion que j'ai eue avec Yannick dans les bureaux du Relais Social, où on parlait de sans-abrisme, de la grande précarité, et puis Yannick, il m'a dit, mais tiens, il faudrait quand même, à un moment donné aussi, qu'on puisse dépasser le centre-ville de Tournai, et qu'on puisse aller à la rencontre des personnes là où elles sont, dans les villages notamment, pour aller à la rencontre de ces personnes qui vivent l'isolement ou la pauvreté dans les villages. C'est un peu comme ça que j'ai eu
le souhait de dézoomer du centre-ville et de proposer une discussion sur cette question de la précarité, mais hors centre. Et du coup, Yannick, j'avais envie de te demander, voilà, c'est peut-être que cette discussion, elle a émergé du fait que toi, avec ton regard de professionnel, d'infirmier de rue, tu as vu, tu as été interpellé par des choses qui se voyaient ou se voyaient pas dans ton village. Est-ce que tu peux me redire un peu comment voilà, ce sujet a émergé chez toi, comment tu as voulu en faire un sujet important pour le relais social? Je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'il est arrivé. Ce que je sais, c'est que ça fait maintenant depuis 2012 que j'ai une action avec ma collègue vraiment dans l'hypercentre de Tournai, et que donc on va à la rencontre d'un public en extrêmement grande précarité dans l'hypercentre. Et on s'aperçoit que plus les années passent, plus ce monde augmente, que leurs problématiques évoluent, elles bougent. On est en constante réflexion avec un réseau autour de ce qui peut se jouer pour ces bénéficiaires, qui passent vraiment par des périodes de galère. Et c'est des bénéficiaires, bien sûr, qui sont médiatisés, où les politiques s'inquiètent de ces gens qui errent, de ces gens qui font du bruit, de ces gens qui font peur. Et donc c'est extrêmement visible. Et moi, ce qui me semblait être quand même intéressant dans l'idée d'ouvrir un peu nos regards et de croiser nos regards, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on ne voit pas, pour finir? Il existe... et peut-être que, donc, au tout début, ça a peut-être été la rencontre que j'ai eue avec Marie-Rose, une vieille dame qui habitait Tournai, qu'on ne voyait nulle part. Et un jour, elle a eu un problème d'électricité et elle a interpellé les éducateurs de rue de la ville de Tournai. Et donc, ils ont eu accès à chez elle. Et en ayant eu accès à chez elle, ils se sont rendus compte à quel point Marie-Rose vivait dans un logement super insalubre et qu'elle était vraiment en grande détresse. Mais Marie-Rose n'avait pas la capacité d'exprimer quelque part sa détresse. Elle avait très peur du regard qui était porté sur elle par les autres personnes de sa rue. Et donc, il a fallu quand même un événement majeur dans sa vie, c'était d'avoir un problème électrique et de pouvoir alors à un moment s'appuyer sur une équipe. Et donc, l'équipe s'est rendue compte que Marie-Rose n'était pas bien du tout et a interpellé les infirmiers qui travaillent au relais santé. Donc je suis arrivé chez Marie-Rose et je me suis rendu compte en effet de l'aspect médical et de détresse de Marie-Rose. Et je me suis dit, tiens, si on croise ce genre de personnes âgées ici dans la ville, dans le quartier Saint-Pia, il doit y en avoir plein pour finir ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait de cette pauvreté, cette précarité invisible? Comment est-ce qu'on arrive à aller jusque chez eux? Comment est-ce que ces bénéficiaires, ces personnes ont la capacité de venir exprimer un besoin, de venir s'énoncer sur leurs difficultés qu'ils vivent au quotidien? Et donc j'en ai causé aussi avec mon médecin traitant de village, et puis en se parlant un petit peu de cette précarité, elle me disait, tu te rends pas compte à quel point, moi quand je vais faire mes visites à domicile, en effet je suis aussi confronté à de la précarité. Et je me suis rendu compte, peut-être en échangeant avec elle, que en croisant nos regards, on s'est rendu compte que cette précarité n'était pas la même, elle était bien plus invisible dans les villages. Elle était donc dangereuse parce que c'était des personnes qui n'étaient pas vues de tous. Cette précarité ne se jouait pas sur les trottoirs, elle se jouait vraiment en interne, vraiment en intrafamilial, dans des logements. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que si on veut être juste au niveau d'une action du relais social urbain autour de la précarité, ne faudrait-il pas, en plus que de s'efforcer et de tenter d'être dans quelque chose d'actif dans le centre-ville, de se défocaliser de ce qui se joue là dans le visible et d'aller voir l'invisible, et donc de pousser les portes d'un peu plus loin. Et voilà, cette question, en tout cas, elle est restée un peu... elle est toujours présente. Je sais qu'à Namur, il y a un spécialiste du borinage, et donc ils font un focus un peu plus spécifique sur ce qui se joue au niveau du borinage. À Mons, j'ai dit Namur, mais c'est bien sûr Mons. Et donc, j'ai l'impression que ça vaut vraiment la peine de pouvoir ouvrir nos réflexions à l'extramuros de Tournai, quoi.
Marie-Jo, j'ai l'impression que ce que vient de dire Yannick, ça doit te parler. On a discuté il y a quelques jours à deux pour préparer cette émission et tu me parlais justement que ton travail au sein de l'entraide paroissiale, tu le voyais comme cette mise en lien des personnes, le fait de rompre l'isolement, et tu avais constaté toi aussi à Templeuve qu'il y avait toute une série de personnes qui étaient seules, à l'écart. Et donc, moi, je me suis dit que l'entraide paroissiale, je la trouve intéressante dans le sens où c'est un lieu où on peut créer du lien. Et les personnes en difficulté, entre elles, créent du lien aussi et se rendent des services. Et donc ça, je trouve ça super important. Je veux dire que quand j'ai voulu m'y impliquer, j'essayais de voir un peu autour de moi quelles étaient les personnes qui pouvaient être concernées par cette distribution de colis alimentaires. Souvent, les personnes disent non, j'ai pas besoin. Et c'est pas juste. Et je comprends qu'elles le disent parce que c'est quelque chose qui est honteux de devoir aller demander un colis. Bon. Et puis voilà, c'est d'abord par l'intermédiaire d'une personne de la cité que je voyais, un monsieur qui allait chercher ses enfants à l'école, une personne étrangère, je ne connaissais pas, donc je lui en ai parlé, je lui ai dit tiens, il y a une entraide paroissiale qui va se mettre en place, est-ce que vous connaissez des personnes là où vous habitez qui pourraient être intéressées? Et puis j'ai été surprise, c'est que le jour même, il est revenu chez moi en me donnant des numéros de téléphone et en me disant, ben voilà, vous pouvez appeler telle et telle personne. Je l'ai fait, tout de suite j'avais une réponse, une première. Puis après, là, je lui ai dit, ben voilà, moi je ne parle pas arabe. Si je dois contacter des personnes, est-ce que vous pouvez jouer relais. Et c'est ce qu'il a fait admirablement bien. Et donc, c'est ainsi que, tout doucement, les personnes les bénéficiaires, les personnes qui ont besoin de ce colis sont mises en route et ont décidé de venir à Blandin. Et donc là, actuellement, sur Templeuve, par exemple, uniquement, on a une quinzaine de personnes, 12, 13 personnes qui viennent chaque semaine, mais des personnes finalement on doit aider à faire la démarche parce que on parle de transport en commun, c'est très bien. Il y a des transports en commun Templeuve-Tournai. On s'arrête à l'entrée du village de Blandin, on doit traverser tout le village à pied. Et moi, je trouvais que là, c'était pas juste de demander à ces personnes de faire la démarche, de traverser une partie du village pour aller chercher le colis. C'était alors les stigmatiser finalement. Souvent, ce sont des femmes, parfois avec un enfant. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'avec d'autres, j'ai mis en place sur Templeuve un transport pour les colis du jeudi. On se parle chaque semaine. J'essaie de faire en sorte que je ne doive pas toujours faire la démarche pour demander s'ils viennent. Tout doucement, ça bouge. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, en tout cas d'important, dans la mise en place de ce service. C'est aussi un service... je trouve que ça permet aussi à ces personnes de se rendre des services mutuellement. Voilà, ne fût-ce que réceptionner un colis pour quelqu'un d'autre qui y vient aussi, qui ne peut pas y venir. Je trouve ça formidable, parce qu'alors on se parle et... On refait village. On refait village là-bas dans une cité qui ne faisait pas du tout nécessairement... qui était à l'extérieur. Voilà. Donc ça, je trouve... Voilà. Et quand tu accompagnes comme ça les gens, qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Est-ce qu'il y a d'autres demandes qui émergent? Oui. Bien sûr, parce que là, ça a été, par exemple, une des premières choses était la mise en place de cours de français. Parce qu'une des personnes ne savait pas, lire et se débrouiller. Et donc, à partir de là, donc il y a des cours qui ont été mis en place en lien un peu avec le CIEP, mais
on n'est pas reconnu, mais donc c'était en soutien. Et donc des cours se sont mis en place, et je trouve, et ce qui est extraordinaire, c'est que des personnes de toutes étrangères, oui, elles sont toutes étrangères, de convictions différentes se retrouvent au sein du centre pastoral là, à Templeuve pour suivre les cours de français avec des bénévoles qui viennent et qui donnent de leur temps. Et donc là aussi, il y a vraiment des liens qui se créent. Et donc ça, c'était une des demandes, par exemple. Il y en a eu d'autres. Hein. C'était des problèmes de logement, des problèmes d'endettement, voir comment... aller faire évoluer des situations, essayer de comprendre des papiers. Et donc là, ce sont d'autres personnes au sein de l'entraide qui accompagnent et qui font lien avec le CPAS. Donc, oui. Tu sais, ça me fait un peu penser à un effet boule de neige pour finir, où le colis alimentaire, qui est un besoin primaire de s'alimenter, devient un peu le prétexte d'entrer en contact pour finir avec un bénéficiaire. Et donc c'est l'occasion d'amorcer quelque chose avec eux. Et puis s'ensuit bien sûr, une fois que la confiance est installée, plein d'autres demandes. Et là, j'ai l'impression qu'on reconnecte les humains, quoi, entre eux. C'est comme si à un moment, ce colis alimentaire vient vraiment faire liant, quoi. Et puis émerge plein d'autres choses. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte de la précarité dans laquelle certaines personnes se retrouvent. Oui. Précarité intellectuelle. Et donc, on ne comprend pas les papiers parce que on veut voir l'assistante sociale, mais bon, voilà, on ne comprend pas, on ne la trouve pas, ou elle change. On doit s'adresser à la police, mais on n'est pas toujours reçu. De la façon la plus adéquate. Oui, c'est ça, c'est le mot. De la façon la plus adéquate. Bon. Et peut-être bien que quand on est une femme, c'est encore plus compliqué. Et donc là, il y a des situations vraiment immenses, enfin des besoins énormes finalement, auxquels on est confronté, on le voit bien, mais les personnes ne le disent pas toujours. Mais quand elles ont trouvé alors un lien de confiance là au sein de l'entraide, eh bien elles y vont, quoi. Hein, elles se livrent, et elles sont accompagnées. Maintenant, le tout, c'est qu'elles puissent vraiment, tout doucement, avoir après les lieux où elles peuvent aller se rendre par elles-mêmes. Les rendre autonomes aussi. Oui, voilà, à exactement. Un moment, on les aide. Mais ça. voilà, c'est d'être là à un moment donné pour qu'elles puissent après dire de trouver des solutions aussi par elles-mêmes, quoi. Voilà, et justement par l'entraide. Oui. Et ça, contrairement à Ertin ou Éplechin, où il n'y a pas de services communaux, il y a quand même un service communal, il y a des permanences. Oui, à Templeuve, mais... c'est un district communal. Et oui. Est-ce que là aussi, il y a de l'accompagnement? Comment ça se passe finalement? Parce là, la question qui reste pour moi est de savoir, est-ce qu'il y a toujours un assistant social du CPAS une fois... Je ne sais plus à quel rythme, par semaine. Je n'en suis pas sûre, donc c'est à vérifier et que ce soit donné à ce moment-là, parce que... Et en même temps, je me dis, tu sais, si on reprend un peu le contexte de les invisibles, ou bien est-ce que ces personnes se laissent voir aussi, et de quelle manière ils ont la capacité de nommer leur précarité ou de nommer leurs difficultés. Et donc d'avoir des permanences du CPS à certains endroits, c'est aussi... quelque part, il faut avoir du courage quand même pour aller frapper à la porte de l'assistante sociale, quoi. Bien sûr. Mais ici, par rapport à ce qui a été mis en place aussi par le CPS en tant que mandataire, on a vu aussi, on parlait aussi de l'accès à Internet. Il y a un site Internet du CPS qui existe et on peut faire une première demande pour avoir un premier contact. Et il y a un numéro de téléphone qui est là aussi. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de faire le premier pas. C'est celui-là qui est vraiment plus... On parlait de honte aussi par rapport à ça, du qu'en dira-t-on, de ce qu'on va penser. Mais il n'y a pas, quand on est dans une certaine détresse, il faut passer le cap. Et il faut oser
aller vers ces services qui sont là, qui sont faits pour eux, quoi. Et par rapport à ça, c'est vraiment très, très important. Donc, si je peux passer aussi un message aussi, voilà, on a tous bien maintenant, au moins quelqu'un, même qui a une connexion Internet, de regarder et pour avoir un premier entretien, quoi, je veux dire. Après, on sait aussi que les assistantes sociales, elles peuvent se déplacer aussi chez les personnes, quoi. Donc, il faut pas hésiter non plus voilà. Mais le plus dur, c'est de faire toujours ce premier pas, oui. quoi. Voilà. Enfin, je voulais te compléter, mais je suis content de t'entendre dire en effet que les assistantes sociales vont aussi à l'extérieur. Moi, je n'arrête pas de me dire aussi, mais bon sang, enfin, il faut aussi que les institutions sortent, quoi. Qu'on sorte de nos murs, qu'on arrête de rencontrer les gens derrière des bureaux, à des permanences bien précises, où il faut aller jusque là-bas, et donc être vu par tout le village que, t'as vu, il y a Jonathan qui fait la file pour aller voir son assistante sociale, qu'est-ce qu'il a encore fait comme bêtise? Déjà, son père, c'était comme ça. J'exagère un peu, mais non, c'est vrai. mais c'est ça, malheureusement, c'est la mentalité village aussi, hein. Mais c'est dans les quartiers aussi, en ville, hein, de toute façon. Hein. Voilà, il faut pas mettre des étiquettes aussi par rapport à ça. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je vois bien les réactions aussi qu'on peut avoir. Ah, c'est quelqu'un de Templeuve. Ah, c'est encore quelqu'un de Templeuve. Ah, c'est encore telle famille ou des choses comme ça. C'est vrai, voilà, mais il faut pas non plus, il faut donner la chance à tout être aussi, de ne pas avoir directement une pancarte dans le dos parce qu'il porte tel nom et qui provient de telle commune, quoi. Donc là, il faut vraiment laisser la chance à tout à chacun aussi. Ça, c'est vraiment aussi très, très important, quoi. Maintenant, peut-être que la difficulté parfois, pour la personne et pour l'assistant social qui reçoit, c'est la présentation. Tous les bénéficiaires ne sont pas nécessairement dans un état présentable, dans des conditions d'hygiène correctes, parce que il n'y a pas, dans la maison, il n'y a pas moyen de peut-être se laver à l'eau chaude. Donc, il faut quand même rappeler, par exemple, que le Logis Tournésien est en train de faire un grand programme de rénovation d'un quartier de logement social dans Templeuve, mais que ça témoigne aussi qu'une partie des logements qui vont être rénovés, justement, manquaient de chauffage central, manquaient de salles de bain en état, et que le programme de rénovation concerne notamment ces aspects-là et des aspects de rénovation énergétique des bâtiments. Mais donc encore aujourd'hui, et notamment dans les villages, il y a des habitations qui, derrière les façades, manquent de réponse aux besoins primaires. Bien sûr. Yannick, on parlait pendant le petit break, parce qu'il y a eu un petit break technique, des psychologues de première ligne et de la révolution un peu que ça a été. Et on faisait un lien entre cette nouvelle pratique et aussi la nécessité pour les services d'aller à la rencontre de leur public là où ils se trouvent. Est-ce que tu peux un peu nous parler à la fois de la réforme et de la pratique qui a émergé ? La réforme, je ne pense pas que je vais aller vraiment dans la spécificité de la réforme, mais en tout cas, je trouve que la thématique du sortir en tant que professionnel, sortir de nos murs, elle est vraiment intéressante pour le public précaire en ville, mais aussi dans les villages. Et donc, c'est vrai qu'on discutait de l'aspect des psys de première ligne, et donc là, le réseau santé mentale a décidé de changer leur approche et d'offrir pour les bénéficiaires ayant une problématique de santé mentale, quelle qu'elle soit, un accompagnement plus adapté, en dehors d'une consultation, en dehors d'un bureau, en dehors d'une plage très très précise. Et donc il y a eu des gros moyens qui ont été déployés pour tenter d'amener en tout cas le désir des psychologues de changer leur pratique. Et donc, je trouve que quelques exemples sont quand même intéressants, en se disant que maintenant, rencontrer une psychologue, ça peut se faire autour d'une balade dans un parc, ça peut se faire sur un vélo, ça peut se faire autour d'un potager collectif. Et ça, je trouve que ça amène quand même une dynamique de soins qui est intéressante. Pour finir, dans notre petit débat, on a peu aussi abordé les problématiques de santé et d'accès aux soins, et de santé mentale, mais aussi santé somatique pour ces bénéficiaires qui
qui restent dans leur logement. Et donc je trouve que les psys de première ligne sont là intéressantes. Et donc on pourrait se dire qu'il existe évidemment plein d'autres métiers qu'être psychologue. Et pourquoi alors ne pas faire sortir, on parlait des assistantes sociales du CPAS tout à l'heure, pourquoi ne pas faire sortir les assistantes sociales du CPAS de leurs locaux? Ça se passe déjà à Tournai, c'est intéressant. Une assistante sociale du CPAS vient faire des permanences au sein de Brasero, qui est l'accueil de jour, et donc elle rencontre des bénéficiaires dans un tout autre contexte, en fumant sa clope dehors, en buvant une tasse de café dans le potager. Enfin, et là, vraiment, se tisse quelque chose. Et bizarrement, tout d'un coup, l'assistante sociale n'est plus vraiment une assistante sociale. Et, on l'appelle par son prénom. Les liens se renforcent, la relation bouge un peu, et donc des nouvelles demandes émergent. Et c'est là que je trouve que là, il y a quelque chose qu'on se doit de penser autour de comment on peut rencontrer de manière simple les bénéficiaires en dehors d'une permanence propre. Et donc voilà, il y a les psys de première ligne, mais il y a plein d'autres trucs aussi. Il y a des psys qui ne sont pas considérés comme des psys de première ligne. À Brasero aussi, par exemple, une psychologue vient faire le potager, et c'est son rôle. Elle vient faire du potager, et donc en fait, la majorité des bénéficiaires ne sont pas au courant que cette dame est une psychologue. Pour eux, c'est la dame qui vient retirer les mauvaises herbes et planter des haricots, quoi. Et c'est à ce moment-là, je trouve que la magie opère, et que le lien se renforce. Ben, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est vraiment sur le terrain, dans des échanges de proximité, que des choses peuvent se dévoiler, se questionner, en confiance, et autour d'un savoir-faire, finalement. Donc, on est décentré, finalement, de son problème, et on parle. Il n'y a plus la barrière physique aussi d'un bureau exactement. Ou autre, Oui. quoi. Donc, c'est important aussi, quoi, de pas se sentir, entre guillemets, un numéro, mais un être vraiment à part, quoi. Bien c'est sûr. vraiment quelque chose qui est Bien important. Et la dynamique familiale, j'allais dire, la dynamique de village est peut-être encore plus importante là-dedans, avec des gens qui sont dans le village depuis des années et des années, qui ont hérité d'une ferme et qui ont eu l'habitude de voir des gens venir se servir à la ferme. Les parents sont décédés, et puis il y a les héritiers qui sont dans cette ferme-là. Mais donc, pour finir, cette approche simple, pas trop guindée non plus, quoi, un truc de rencontre humaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses à pouvoir penser à ce niveau-là. J'ai presque aussi l'impression qu'on peut se mettre à rêver autour de ponts qui pourraient être faits entre la ville et les villages, quoi, aussi. Comment profiter aussi de ce qui se joue dans les villes en termes d'accès et de grosses structures qui pourraient aussi venir à certains moments soutenir ce qui se déploie au sein des villages, mais de nouveau de manière simple. J'avais envie de vous lancer sur un dernier sujet avant la fin de ce podcast. C'est le sujet du sans-abrisme. Là aussi, c'est un sujet qui est perçu comme très citadin, comme un sujet de ville. À vrai dire, à Tournai, il y a des personnes qui sont en rue et qui sont très visibles. Alors, on sait aussi toute la différence entre se trouver en rue et puis vivre une situation de sans-abrisme. Il y a eu un dénombrement des personnes sans-abri qui a été mené par l'UCL avec le relais social urbain de Tournai. Et il y a quand même un nombre important de personnes sans chez soi qui ont été comptabilisées. On avait 409 adultes et presque une centaine d'enfants qui accompagnaient ces adultes dans des situations dites de sans-abrisme, c'est-à-dire en tout cas de logements inadaptés. Je voulais vous poser la question de savoir si vous aviez une expérience de ces questions de sans-abrisme dans les villages ou si finalement voilà, c'est une problématique des grandes villes et désormais aussi des villes moyennes comme Tournai. Yannick, par exemple, je sais que tu as été interpellé par des bourgmestres ou des services sociaux de communes voisines de Tournai qui se trouvaient face à des personnes en errance et qui étaient assez démunies. Est-ce que tu peux un peu nous évoquer ça ? Oui, j'avais peut-être envie de revenir sur l'aspect aussi de nouveau visible, invisible, et plus sous la métaphore d'un iceberg, où pour finir, l'iceberg, enfin la face visible de l'iceberg,
les bénéficiaires qu'on croise, qu'on va croiser en rue de tournée, etc., ces SDF-là qui font la manche, qui font un peu peur, qui sont extrêmement médiatisés, j'ai l'impression qu'on ne rencontre pas cette face visible, extrêmement minime, pour finir, dans les villages. On rencontre très peu de gens qui font la manche dans les villages, dans les petites rues. J'ai l'impression que les bénéficiaires précaires qu'on rencontre dans les villages, ils sont SDF, ils n'ont pas de logement à eux, ils ne louent rien, ils ne sont pas propriétaires, mais ils dorment dans la famille, ils dorment chez les amis, ils dorment dans des squats, ils dorment dans des bois. Et donc, oui, en effet, le relais santé a déjà été sollicité, soit par des riverains, soit par la police de village, soit par des médecins de village, en disant écoutez, là, on est quand même très inquiet pour tel et tel bénéficiaire, et donc ça vaudrait la peine de venir tenter de créer un peu de lien, et éventuellement de leur permettre d'avoir accès à certaines modalités et soins, en tout cas. Et puis voilà, on tente alors à ce moment-là d'aller à la rencontre de ces bénéficiaires. Il nous est déjà arrivé aussi d'être interpellés par le bourgmestre d'une entité voisine quand un SDF est arrivé. Et donc là, à ce moment-là, tout à coup, les choses s'arrêtent, les gens commencent à s'angoisser parce qu'un SDF est arrivé sur leur territoire. Donc, nous, quelque part, on se doit aussi de pouvoir être attentif à ce qui se déploie dans les villages et d'aller à la rencontre de ce public-là. Mais c'est vrai que les bénéficiaires que nous croisons dans une ville n'ont pas le même profil que les bénéficiaires qu'on va croiser, il me semble, dans les villages. Je ne sais pas ce que tu en penses. Disons que je pense à l'une ou l'autre situation. Mais davantage où les personnes ont toujours un toit, mais et vivent dans des conditions, comme tu le relevais tantôt, Quentin, inimaginables, quoi. Mais elles ont leur toit, elles sont considérées, elles ont le statut de sans-abri, quelque part, tout en étant chez elles, mais elles ne quittent pas. Donc, elles ne font pas le pas nécessairement de partir ailleurs, parce que c'est difficile de se déraciner de son chez-soi. Bon, après, c'est vrai que moi, dans le village, je ne vois... ça arrive peut-être l'une ou l'autre fois qu'on voit une personne... Mais ça peut être difficile aussi pour un fait de vie, tout simplement. Un divorce. Bien sûr. On doit la maison qui était là, familiale, et d'un seul coup, c'est une seule personne qui n'a pas forcément de revenus. Et du jour au lendemain, on lui dit non, ta maison, tu dois partir. Voilà. Et comment faire, quoi. On parlait de honte aussi tantôt, d'avoir la force aussi de se tourner vers comme comme ton association aussi de la paroisse, de se dire je vais devoir aller chercher un colis alimentaire, quoi, non, de zoo, quoi. Oui, c'est vrai, c'est un acte fort, quoi, qui est là, quoi. Donc, oui. C'est vraiment, il faut reprendre la définition du terme de sans-abri, parce qu'on l'imagine vraiment comme avec l'image de la personne qui vit en ville, qui va dormir sur un banc. Mais c'est vrai que dans les villages... Il y a des situations qu'on ne connaît pas. Tout à fait. On ne voit pas. Tu sais, je dévie un petit peu notre discussion parce que j'avais envie de le placer ici. Je me dis, c'est l'occasion aussi. Je t'entendais parler d'enfants, Quentin, quand même. Et donc, ça me fait penser à la prévention et où je me dis aussi que bien souvent l'enfant alors est un peu l'élément déclencheur de ce que les professionnels peuvent voir. Et j'ai l'impression que si on est aussi dans quelque chose de l'ordre des bonnes pratiques, de nouveau, j'ai l'impression vraiment qu'on oublie cette prévention, qu'on oublie qu'il existe des structures comme les PMS, les PSE, qui sont à la rencontre de ces enfants, qui découvrent alors ce qui se joue pour les enfants au sein des domiciles, dans des villages, et que là, c'est aussi une porte d'entrée à l'accompagnement de ces familles extrêmement précaires, quoi. C'est quelque part
grâce à ces petits bouts qui passent par les écoles, qui passent par les mains des enseignants et tout un corps d'enseignement et qui ont un moment, un temps d'arrêt avec une structure psychomédico-sociale et où là, éventuellement, peut s'énoncer des problématiques qui se jouent au sein du domicile en lien avec les précarités. Il me semble que c'est là qu'il y a des maillons qui peuvent aussi s'activer, non pas pour venir juger, pointer ou changer nécessairement les grandes habitudes de vie de ces familles-là, mais vraiment de venir soutenir au nom du bien-être de l'enfant aussi et de la manière dont il peut déployer les choses, quoi. Je me dis que là, il y a aussi peut-être quelque chose à continuer à réfléchir autour de la prise en charge de ces familles. Parce que peut-être que c'est aussi, si on fait une différence entre rural et ce qui peut se jouer en centre-ville, c'est peut-être qu'on touche aussi plus à des dynamiques familiales, quoi. Un système, voire même transgénérationnel, quoi. Un truc qui se répète comme ça, inlassablement, et donc... voilà, quel pourrait être le levier pour se dire maintenant, voilà, on est en 2024, allons-y gaiement pour tenter de proposer des choses qui font levier. Mais donc ça veut dire qu'il doit y avoir alors des lieux où trouver l'information. On peut se parler, voilà. Enfin, que ce soit les écoles, les centres, les clubs sportifs. Les clubs, oui. Mais c'est vrai, et qu'on puisse parler des situations, écouter d'abord les situations que l'on voit, que l'on sent, et chercher ensemble, en ne mettant pas les personnes à côté. Quoi, mais inclure. Voilà, c'est ça. L'inclusion. Donc c'est parler avec plutôt que de parler sur des situations. Donc ça, je me dis, je crois que ce serait vraiment quelque chose d'important. En tout cas, qu'il y ait comme ça des lieux, des temps où on peut s'exprimer, quoi. Voilà, c'est ça. On repart aussi à la base des maisons de village. Bien sûr. Voilà, c'est vrai que des fois on dit via l'association, via une fête de village, voilà, et on apprend, on se pose, on apprend à connaître l'autre, et au travers d'une discussion qui peut être banale, on apprend qu'il y a peut-être une difficulté pour telle ou telle personne. Et là, voilà, d'avoir... Mais tout le monde n'a pas non plus la chance d'avoir la connaissance, mais rien que... C'est ce qu'on voudrait faire aussi, en tout cas chez Écolo, de revenir aussi par rapport à ça, à l'information qu'on puisse trouver, vraiment aller sur un panneau d'affichage, comme, voilà, de dire un site internet, voilà, telle information, ça existe aussi, quoi. Voilà, parce que, voilà, il y a des rues, on sait aussi qu'il y a la fracture numérique qui est là aussi. Une personne âgée qui est dans le besoin, comme on parlait tantôt, voilà, elle a peut-être pas forcément tout ce qu'il faut pour dire de pouvoir avoir l'information aussi, quoi. Mais bien sûr, voilà, oui. ça, c'est important. On n'a pas épuisé le débat. Yannick est encore en train de prendre quelques notes sur son petit papier. Donc ça veut dire que c'est un sujet Il fait des dessins. qu'on pourra continuer à discuter ailleurs, et notamment avec Yannick Martin, infirmier de rue à Tournai. Je voulais vous remercier, Marie-Jo, Yannick, Stéphanie. On a essayé ici, pendant ce podcast, de parler de la pauvreté à Tournai, de dézoomer des questions de centre-ville pour se tourner vers la réalité des villages. Moi, je retiens vraiment l'importance du lien social. Je crois qu'on a beaucoup parlé de ce lien-là. L'importance pour des personnes qui ne sont pas des professionnels du social d'être là pour les gens et d'éventuellement d'être des personnes qui peuvent recevoir, accompagner ou détecter des situations et donc être vigilants. L'importance pour les services professionnels de se faire connaître de ces services non professionnels. Et puis, je retiens aussi, et ça m'a semblé vraiment une voie qu'on peut explorer, un des défis dans les villages, c'est bien entendu la question de la mobilité et de l'enfermement des personnes qui vivent la précarité. Et donc, on a beaucoup parlé ici autour du besoin et de l'intérêt qu'on peut avoir à sortir de son bureau pour aller à la rencontre des gens là où ils se trouvent. Et Yannick nous a même proposé d'aller à leur rencontre autour d'un potager, autour d'une promenade à pied, autour d'une promenade à vélo. Et donc, en dehors des cadres de l'administration, en dehors des cadres du bureau et d'une table. Voilà, je voulais vous remercier pour avoir participé à ce podcast. Et donc, on va continuer ces émissions sur d'autres sujets.
Et on vous promet, on reviendra sur la question de la précarité à Tournai avec un autre podcast et d'autres invités. Merci beaucoup. Merci. Merci.